Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Toutes mes excuses pour le retard, j'ai pas pu publier l'émission hier. Et je dois aussi vous prévenir que la semaine prochaine, pour cause de déplacement au Cosmoverse en Turquie, je n'aurai pas la possibilité de faire le brief du lundi et probablement pas non plus l'émission sur les flux le mercredi prochain. Donc la semaine prochaine, on va dire mise entre parenthèses pour cause de déplacement. Évidemment, on reprend tout normalement sans souci euh, la semaine suivante. Voilà, autre chose aussi pour mettre les choses au clair, je me suis enfin décidé à aller dans votre sens pour vous éviter la complexité des machins dont on avait parlé entre produits futurs et rollover et tout ça. Euh, c'est vrai que bon, je peux mettre un peu d'eau dans mon vin et vous éviter la complexité. Donc, je me suis enfin résolu à utiliser des CFD pour la partie flux. Hein, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci sur les rollovers, etc. Ça reste plus simple pour vous. Voilà. Donc, je mets un peu d'eau dans mon vin pour vous enlever un petit peu la complexité. Donc, à partir de maintenant, hein, je n'utilise plus les futurs ici, même si moi, je traite toujours sur ces futurs. Je vous mets les CFD ici. OK. Donc l'avantage de ce CFD, comme je dis, c'est qu'il n'y a pas à se prendre la tête sur le rollover et tout ça. Mais on a l'avantage d'avoir la donnée overnight, qui est intéressante. Hein, je rappelle, le SPX, là, lui, c'est le spot, mais par contre, il s'arrête à 22 heures et il n'y a pas de données avant 15h30. Alors que là, on aura la donnée overnight. Ok. Bon, bref, ceci dit, donc, mis à part ce petit recadrage, mais ça ne doit pas changer globalement. Hein, je vous dis, normalement, les indicateurs restent les mêmes. Donc, comme d'hab, ici, on analyse notre séquence. Je me suis mis en 4 heures hein, pour qu'on voit un petit peu mieux la séquence dans son ensemble. Donc, ça n'a pas changé. Vous voyez que, j'ai beau changer d'actif, c'est la même chose. Hein. Donc, la grosse zone hebdomadaire en support ici, qui a réagi. Ok, tac, tac, tac. Pas de souci jusque-là, j'espère. Les trois flux, nos deux flux correctifs très très rapides qui s'étaient produits ici, et on reprend la séquence en ordre primaire, c'est-à-dire, là encore, hein, je vais rechercher le... hop, pardon, voilà, on recommence donc sur cette séquence hein, que vous connaissez, donc on met trois flux, la séquence se termine, on doit laisser deux flux correctifs avant de reprendre dans une séquence de trois flux tout à fait logique. Et on peut alterner, hein, c'est 3, 2, 3, machin, hein, ça ressemble un peu à l'héliotisme d'ailleurs, autant de fois qu'on veut, hein, voilà. C'est juste de dire derrière, par contre, dès qu'on arrive dans les zones résistantes, on ne prend pas de trade acheteur, d'accord. Ces zones résistantes, évidemment, on est dedans aujourd'hui, hein, puisque je vous le rappelle, en hebdo, on est venu chercher les contextes vendeurs. Donc, dans ces contextes vendeurs, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au-dessus de 4470, vous n'avez pas le droit de mettre un achat. Je rappelle, on ne peut pas acheter dans une zone vendeuse. Donc ici, c'est interdit d'acheter dès qu'on passe les 4470. Bon, l'avantage, hein, comme vous l'aurez vu ici en utilisant le CFD, c'est que là, il n'y a plus de différence sur les prix. Hein, voilà. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que déjà, dans tous les cas, on sait que 4470, hop, on n'a pas le droit d'acheter au-dessus, d'accord. C'est interdit, ça c'est la zone de vente. Voilà, ça c'est la zone de vente hebdomadaire. Ok, donc à partir de là, nous on continue de travailler, ok. Et comme on l'a dit, ici, pas d'achat, c'est pas possible. Donc on avait dit par contre, on attend éventuellement pour ceux qui veulent traiter cette zone vendeuse, et pour ma part, je ne me suis pas empêché de le faire, et ça ne m'empêche pas de continuer la séquence acheteuse, hein, on l'avait bien dit. À partir de là, attention à ne pas entrer dans des biais de gestion, c'est-à-dire je peux trader à l'achat et je peux trader à la vente, mais je choisis de ne faire qu'un des deux. Hein. C'est pour moi toujours gênant comme choix. Bon, il est possible de le faire, mais c'est toujours pas très malin. La meilleure solution, comme je vous l'avais dit, c'est d'avoir au contraire de la modulation dans votre gestion, c'est-à-dire je prends les deux trades, à l'achat et à la vente, je trade les deux scénarios potentiels. Par contre, évidemment, s'il y a une pondération à faire, il vaut mieux toujours pondérer dans le sens de la gestion à faible risque. La gestion à faible risque, elle est mensuelle, c'est des tendances séculaires, trimestrielles. Donc, comme ces tendances sont haussières, il vaut mieux effectivement s'exposer à l'achat plus qu'à la vente. Ça veut dire vous pouvez effectivement prendre les deux trades, d'accord, plutôt que d'en prendre un et d'ignorer l'autre. Mais par contre, essayez de ne pas forcément mettre les mêmes tailles de position. C'est ce qu'on avait dit. Bon bref, cependant, donc on a maintenant le démarrage de ce deuxième flux, tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, c'est-à-dire ici on avait eu un premier flux très 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 violent, ok, sa troisième borne, le retracement, et on va se remettre en contexte horaire hein, pour que vous ayez bien le schéma. Donc, on arrive dans la zone de vente, comme on l'avait dit, à partir de là, des séquences de flux baissières peuvent se déclencher. Ici le premier flux, d'accord, décalage des contextes par rapport à la moyenne, la troisième borne, donc il y avait une vente là et une vente là sur les bandes de Bollinger. Moi, je l'ai dit, j'ai pris celle-là. OK. À partir de là, quelle est la suite de la séquence? Si là, on se met dans un biais vendeur, il ne se passe rien tant qu'on ne
casse pas le plus bas précédent, ce qui est donc maintenant chose faite. Si je remets donc ma séquence, pour ceux qui vendent, il faut juste renverser celle-là. On en est où dans la séquence? On en est là. D'accord, on vient de passer ça, et on a déjà passé ça, puisqu'on a déjà une moyenne qui est repassée sous les contextes. D'accord, enfin, au-dessus des contextes. D'accord, donc là, à ce stade-là, quelle est la prochaine étape de maturité pour ceux qui sont dans le trade vendeur? D'accord, donc quand on parle de comment gérer la position qui aura été prise par là, ou même par là, parce que c'est les mêmes, elles sont toutes les deux à break-even. D'accord, c'est-à-dire à ce stade-là, il n'y a plus de risque de perdre. Que vous ayez tradé là ou là, on s'en fiche. Votre stop, il est là ou là. Okay, c'est ce que dicte la stratégie. À partir de là, vous devez attendre une troisième borne. Donc vous voyez, ici, il faut attendre au minimum un rebond à 4350. Il faut que ça renverse le contexte. Et évidemment, le contexte chute. Donc plus le temps passe, plus il faudra, moins il faudra monter pour causer ce rebond. Une fois que le rebond est fait, normalement, le contexte va se renverser, comme là. Okay, et on doit revenir le chercher plus ou moins. Une fois qu'on revient le chercher, vous prendrez vos profits. D'accord, voilà ce que ça nous dit grosso merdo. Ici, vous aurez un take profit à réaliser pour récupérer vos gains, terminé. Ok, évidemment, en attendant, ce truc-là peut continuer autant qu'il veut. On s'en fout, je vous rappelle, les flux, vous maîtrisez ni le temps, ni la distance qui sera parcourue. Donc, arrêtez les délires de ça baisse trop vite, donc ça va rebondir ou je sais pas quoi. Tout ça, ça ne doit pas faire partie de quoi que ce soit qui participe à une prise de décision. Ça ne fait pas partie du tout de la stratégie. Maintenant, je connais la psychologie du trading pour vous dire, je sais que vous allez avoir ces biais de « Ah, ça baisse trop vite, oui, je suis à break-even, mais j'ai un joli gain, je serais vraiment gêné de voir ce gain disparaître. » Ouais, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle ce qu'on avait dit, il y a aussi un biais haussier qui, normalement, vous permettait d'acheter sur les bornes de volatilité ici pour le départ d'un troisième flux. Moi, pour ma part, j'ai dit, j'ai pris ce trade et je suis toujours dedans. Comme d'hab, arrêtez de penser qu'on achète toujours en bas, on vend en haut, ça c'est débile. Donc je dis, c'est pas grave, ce trade n'est pas encore stoppé et il est tout à fait potentiel. Donc à ce stade-là, pour moi, ça va être aussi simple que ça. De dire, attention, on peut tout à fait avoir le départ du troisième flux. On est bien hors de la zone de vente, donc c'est tout à fait possible de prendre des achats sur ces zones-là. Pour l'instant, la borne de volatilité se fait un peu matraquer, mais c'est pas pour autant qu'on va pas déclencher un troisième flux. Ce troisième flux, s'il se déclenche, rappel, doit forcément casser le point précédent. Donc l'objectif minimal de ce troisième flux, c'est déjà de remonter à 4006. Voilà. Ok ? Donc essayez de comprendre, toujours pareil, deux trades dans deux sens différents, avec deux contextes différents, mais comme les deux sont viables, vous ne devez pas en choisir un plus que l'autre. Ok ? Alors évidemment, si vous avez fait ce choix, ça vous regarde, c'est comme vous voulez. Ok. Voilà pour la partie S&P 500, donc résumer un peu tout ça par rapport à la dernière semaine, ou la dernière fois où on s'est parlé. La nouveauté, c'est donc maintenant le deuxième flux, il est officiel et actif. Tous ceux qui l'ont tradé ont des stops à break-even à ce stade-là. On reste donc tranquillement dans l'attente de l'apparition de la troisième borne. Tous les éléments sont là, on a même le flux qui est actif, on le voit bien avec les contextes qui sont maintenant sous la moyenne. Les vendeurs contrôlent le prix, ils vont probablement perdre le contrôle à un moment donné, quand on aura une troisième borne. Et c'est à ce moment-là que vous devrez récupérer vos profits. Ok ? En attendant, on arrête de dire ça baisse trop vite, ou ça monte trop vite, ou ça baisse pour de mauvaises raisons, ou ça monte pour de mauvaises raisons, parce que c'est tout sauf ce à quoi vous devez prêter importance. D'accord ? C'est le cadet de vos soucis, vous regardez juste ce que font les prix. Tant qu'ils ne rebondissent pas, vous restez dedans. Okay, s'il commence à rebondir, c'est pas « oh mon Dieu, je vais me faire chasser », même si c'est possible. N'oublions pas, il y a quand même des cas de figure où ça va vous V-bottom dans la tronche, il n'y aura pas de troisième borne et vous allez vous faire stopper à break-even. Ça arrivera, et pour autant, ça ne veut pas dire « la stratégie est merdique ». D'accord, je vous rappelle, raisonnez toujours à l'échelle d'une stratégie de gestion du risque. C'est-à-dire qu'il faut raisonner à l'échelle de 10, 20, 50, minimum 50 trades. C'est-à-dire ce trade-là, si c'est malheureusement celui-là qui vous stoppe à break-even avec un V-bottom, vous allez dire c'est nul. Mais ça ne permet pas de juger de la viabilité de la stratégie. C'est-à-dire là, vous avez vu un trade et mince, dommage, vous aviez un gain puis vous le perdez. Donc c'est pas très grave. D'accord, encore une fois, regardez par vous-même, faites du replay, appliquez ces stratégies de trading en replay et vous verrez qu'elles génèrent effectivement du capital. Maintenant, ça garantit jamais rien sur un trade. Donc, essayez de vous détacher de ce trade en particulier. Okay, il ne faut pas raisonner comme ça. Je sais que c'est les erreurs que vous commettez tous, et c'est normal. C'est pas faute de les avoir commises moi-même dans le passé. Donc, on reste soft là-dedans. Ok, j'espère que c'est clair en tout cas pour tout le monde. Voilà donc la mise à jour de la semaine sur le S&P. Les autres flux, on les reprendra évidemment plus tard. De toute façon, je vous rappelle, ils sont sur des time frames beaucoup plus longs. Silver, on est minimum sur du daily, voire de l'hebdo. Donc les flux comme ça, on ne va pas les mettre à jour toutes les semaines. C'est une fois par mois au grand mot, et encore. Tout ce qui est flux sur les cryptos, malheureusement, il n'y a pas de grande nouveauté. On est toujours keblo dans les zones d'incertitude, c'est-à-dire même chose ici, on est sur des contextes 4 heures. Okay, on a bien touché les bornes de volatilité ici. Laissez-leur une petite seconde pour
pour se produire. Voilà. Donc c'est la même chose, hein. On a bien touché les bornes de volatilité, on peut tout à fait y retourner, on est encore très loin du point bas du point 2, et on n'a évidemment pas encore cassé les 31 000. Donc en attendant, eh bien, vous ne pouvez rien faire, vos trades doivent déjà avoir été déclenchés. Okay. Si ce n'est pas le cas, bah, évidemment, vous pouvez attendre éventuellement une nouvelle poussée sur la borne de volatilité en espérant qu'elle arrive. Hein. Et puis évidemment, bah, si on va chercher là-haut, c'est trop tard. Il faut bien comprendre le délire. Là-haut, normalement, c'est la cassure des 30 000 et le déclenchement du troisième flux de cette séquence. Et évidemment, ça n'en veut pas dire que le troisième flux est garanti. On va tous forcément devenir riches et gagner de l'argent. Ça vous dit juste, dans une gestion du risque plutôt haussière, normalement, on cale 3 flux. Et la séquence avec laquelle ça se produit, hein, c'est là où, pour ma part, j'ai toujours été une vive critique des stratégies héliotistes, etc., c'est qu'elles sont très, très, très strictes dans leurs règles. Et c'est l'erreur number one que je reprocherais. Hein. Je vous rappelle, quand on est sur des time frames beaucoup plus larges, ce qui se passe en dessous, les flux, c'est tout sauf quelque chose qui est restreint et qui est très construit. C'est quelque chose de facilement manipulé par les gestionnaires de risque et surtout par les exchanges, enfin, ceux qui ont la liquidité, les market makers. D'accord, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et encore une fois, soyez rassurés de vous dire, les raisons pour lesquelles je vous donne une séquence qui est relativement simple et qui accepte beaucoup de variances, hein, je vous dis, il n'y a pas de règle qui dit ça doit faire A, B, C, D, machin, je sais pas quoi en correction. C'est juste parce qu'encore une fois, les brokers s'en battent les couilles de ces trucs-là. Ils s'en foutent complètement. Ils vous baladent comme ils veulent. Donc encore une fois, attention, hein, ça ne veut pas dire Elliott Wave, c'est de la merde. Ça veut juste dire Elliott Wave, ça marche très bien sur les tendances primaires. Mais tout ce qui se passe en dessous, Elliott Wave, pour ma part, mis à part vous faire nager dans la soupe et vous donner des règles complexes, pour rien, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc, rester sur les stratégies de flux, c'est vraiment des stratégies très simples en termes d'application. La difficulté de la stratégie de flux, c'est de se positionner sur le bon time frame. Ça veut dire, vous ne pouvez pas faire de stratégie de flux sans avoir analysé la gestion à faible risque. Et ça, c'est vrai que c'est ce que vous oubliez souvent de faire. C'est-à-dire, vous vous dites, c'est cool, en fait, trader, c'est facile. Il suffit d'apprendre une vieille séquence, là, et de trader des bornes de volatilité. Oui, mais laquelle ? Je trade la borne de volatilité 4 heures, horaire, 15 minutes, daily, etc. C'est ça, encore une fois, c'est une analyse de gestion à faible risque qui vous donnera la réponse. Donc, l'un ne va jamais sans l'autre. Raison pour laquelle je ne veux pas vous voir faire des flux tant que vous ne savez pas analyser les séquences. Okay ? Une fois que vous savez analyser la gestion à faible risque, vous pouvez sans problème aller trader des flux. La séquence est à l'apprentissage d'un niveau de n'importe qui en primaire. Donc, normalement, après, une fois que vous maîtrisez le faible risque, trader les flux, ça devrait être clairement à votre portée. Le seul problème des flux, comme je vous dis, c'est d'éviter les raccourcis en mode c'est pas la peine de faire l'analyse à faible risque, ça sert à rien, je sens bien que ça va marcher sur l'horaire. Non, ça, vous allez vous péter les doigts. Okay ? Le deuxième truc, c'est qu'évidemment, les stratégies de flux, ça ne vous empêche pas d'être sous l'influence des biais cognitifs évidents, à savoir impatience et incertitude. Il faut apprendre à vivre avec, puisque je vous dis, l'avantage de ces structures, c'est que leur structure technique est très simple à retenir. Le problème de ces structures, c'est qu'elles ont effectivement tellement de variabilité dans la forme qu'elles peuvent prendre, vous voyez, dans les consolidations, les machins, qu'elles vous baladent pratiquement tous les traders, tout simplement par ces deux biais. D'accord ? C'est-à-dire, les règles sont simples, mais vous allez les enfreindre juste parce que impatience ou mince, j'ai l'impression, j'ai peur que la peur de l'incertitude va vous faire agir pour récupérer les profits trop vite ou stopper n'importe comment sans raison parce que vous pensez que du coup ça va casser. Bah non, on ne pense rien. D'accord ? Dans les stratégies de flux, on a des règles et on ne réfléchit pas, on applique, terminé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne semaine. On se retrouve donc, comme je vous dis, dans 2 semaines. N'oubliez pas, comme d'hab, que c'est bien joli de regarder des émissions où le prof vous montre tout. L'essentiel, c'est encore une fois de faire ces exercices vous-même en replay et de l'appliquer sur d'autres marchés, etc. D'accord ? Tout ne marche pas que sur le S&P 500 et il y a une infinité de marchés. Je vous invite, comme toujours, à regarder par vous-même. Do your own research, comme on dit souvent en crypto. Là, c'est pareil. Ça vaut aussi. Prenez vos petits doigts, prenez vos petites souris, allez cliquer, allez faire du replay sur d'autres marchés, voyez par vous-même au lieu de croire sur parole quelqu'un sur un réseau social. Bonne journée à tous, ciao ciao.